j'ai l'impression. Alors, je ne suis pas une disciple assidue. Enfin, je pense pas. Je me définis pas comme ça, mais c'est vrai que de plus en plus, j'ai l'impression qu'en faisant cette pratique du neti-neti, euh, je, je prends la position du ni l'un ni l'autre. Mais là, j'ai eu l'impression que finalement, ça régénérait une dualité dans la mesure où le ni l'un ni l'autre, c'est un petit peu comme me positionner en témoin de ça aurait pu être ceci, cela, mais non, moi je suis en deçà et j'observe les deux possibilités, mais c'est un petit peu comme Intéressant. me tenir en spectateur de ça. D'accord. Alors? Et alors voilà, il y a ça. Mmh. Et puis il y a aussi, à un moment donné, Ouais. quand tu parlais du mental, en disant est-ce que mon mental est calme ou est-ce que mon mental est agité. Mmh. Alors là, j'ai eu une petite difficulté parce qu'effectivement, c'est justement pour casser le mental en fait que tu proposes ce neti-neti. Et là, je crois que j'ai été prise un peu la main dans le sac, quoi. Enfin, je sais pas trop comment dire ça, mais C'est pas pour casser le mental, c'est pour aller dans l'espace dans lequel le mental apparaît et disparaît. Il n'y a pas de lutte, il y a la possibilité qui est offerte à chacun, en âme et conscience, de sentir ce qui est juste pour lui, ce qui est réel. C'est vraiment une invitation à la réalité. Alors c'est marrant, toi tu as vu ça comme une invitation à devenir le témoin. Et c'est vrai que quand on parle d'un témoin, même subtil, ben, il y a encore une dualité. Moi, mon expérience, c'est quand je vais dans ni l'un ni l'autre, il y a, une vacuité absolue. C'est vraiment ni l'un ni l'autre. Il n'y a, il a plus du tout les pensées d'avant. Il y a un inconnu reconnu qui tout d'un coup se révèle, qui est plein de paix, parce que c'est un espace de présence qui se révèle à ce moment-là, dans le ni l'un ni l'autre, en tout cas de mon côté. Donc, ce que je pourrais te répondre, c'est si tu ne fais pas référence à la mémoire, ni à la pensée, je vais te répondre comme ça, par une autre question. Ramana Maharshi faisait souvent ça, il le faisait en posant la question qui pose la question. Mais là, comme on est dans le neti-neti le plus exquis, le plus subtil, je trouve, au monde, pratiquant cela, procédons par là. Donc si tu ne fais pas référence à la mémoire, ni aux associations mentales, est-ce que tu es témoin ou est-ce que tu n'es pas témoin ou, sans faire référence à la mémoire, ni l'un ni l'autre. Et puis je vais te suggérer, mais pour tout le monde également, une autre proposition, honnête j'espère. Si tu ne fais pas référence à la mémoire, ni aux associations mentales, est-ce qu'il est nécessaire de casser le mental? Ou est-ce qu'il n'est pas nécessaire de casser le mental?
sans faire référence à la mémoire, ni à la pensée, ni l'un ni l'autre. Qu'en est-il pour toi alors là, Florence? J'ai l'impression que, en fait, enfin, c'est un abandon, quoi. Il faut abandonner quelque chose. Voilà. Toute pratique non duelle, quelle que soit son expression, ça revient à un abandon. D'ailleurs, Ramana Maharshi disait il y a deux façons de s'éveiller à sa vraie nature, soit l'investigation du soi, hein, ramener l'attention à sa source, ou s'abandonner, hein, à Dieu, voilà. On pourrait dire au réel, hein, ou sentir, la voie du senti. Moi, souvent, je fais faire la pratique du senti. Mais c'est la même chose finalement, parce que l'investigation du soi, on peut avoir l'impression, bien sûr, qu'il y a quelqu'un qui mène la danse, qui finit par... mais c'est un abandon, c'est un abandon du mental, bien sûr. C'est un abandon du mental, mais c'est pas un abandon qui... comment dire... c'est un abandon total, total, absolu. Qui à un moment donné, il y a une compréhension qui fait que le mental comprend qu'au lieu de parler du silence, il faut qu'il y reflue. Il peut dire plein de choses intéressantes par rapport au silence, par rapport à là d'où il vient, mais la plus belle façon à un moment donné, c'est de se taire. Et donc, oui, bien évidemment, oui, c'est un abandon. Est-ce que tu le vis, cet abandon? Ou est-ce que tu as l'impression que c'est un abandon qu'il faut, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut faire ou c'est quelque chose que tu vis là, dans ce que je t'ai tendu la perche par cette pratique? Ben, en fait, je l'ai senti. Et puis, je suis pas allée complètement. D'accord. Si tu ne fais pas référence à la mémoire ni aux associations mentales, est-ce que tu as peur de l'abandon? De t'abandonner complètement? Et ça concerne tout le monde? Ou est-ce que tu ne ressens aucune peur à l'abandon total? Ou, sans faire référence à la mémoire ni aux associations mentales, ni l'un ni l'autre. N'es-tu pas là en présence de toi-même, sans image, sans localisation?
sans temporalité. Est-ce que tu ne te sens pas à la maison, dans quelque chose de familier, de très intime, très simple? Lorsqu'il y a acquiescement à ce ni l'un ni l'autre, vers lequel on ne peut que refluer lorsqu'on ne fait pas référence à la mémoire ni aux associations mentales. Est-ce qu'on ne se sent pas bien immédiatement quand il y a absence d'intentionnalité? C'est ce que Jean Klein appelle l'écoute, finalement. C'est ça, écouter. Il n'y a personne qui écoute. Et c'est là que ça écoute, vraiment. C'est une attention qui est libre d'intention. Est-ce que tu pressens, Florence, cet espace? Alors l'écoute, l'attention, là oui effectivement, Voilà. j'ai l'impression de... Voilà. Tu ne sais plus à un moment donné qui tu es, d'où tu viens, où tu vas, mais c'est tellement bon qu'à un moment donné, on veut juste demeurer là. Et bien sûr, si je te dis Florence, tu réponds. Hein. Les identifications minimales nécessaires à la survie en tant qu'humain continueront, ne vous inquiétez pas. Mais c'est par là, les amis, que vous vous retrouvez, voilà, que vous vous trouvez. Je profite pour saluer un certain nombre d'amis que je reconnais, Lydia, Anouchka, qui est au Canada, Marie, merci pour ton mail, tu es au Kenya, c'est ça? Alors, il y a Marie, avec un Y, qui m'a salué, et puis il y a Marie Scholler, oui, qui est au Canada, Michael, Agua, Luxembourg, Mahmed, on est presque voisins. J'espère que les 700 reprendront bientôt en présentiel aussi. Mais voilà. Vous êtes bien sûr tous conviés quand ce sera le moment à venir en présentiel à Paris. Ça me fait plaisir aussi de vous rencontrer dal vivo, comme disent les Italiens, dal vivo. Mais c'est déjà chouette de pouvoir se rencontrer comme ça. Il y a 15 ans, ça aurait été inimaginable, 20 ans. Florence, tu avais peut-être quelque chose à ajouter, je ne sais pas. Comment, tu vois, on pourrait mener l'investigation du soi avec cette pratique-là. C'est là où je voulais en venir. Voilà, quand on a une... Bon, j'ai plein de petites pratiques dans ma besace, ça m'intéresse, la pédagogie qui déconstruit l'impression et la croyance en la dualité. Mais quand on choisit une pratique, j'aime bien la mener jusqu'au bout. Parce que si une pratique est efficiente, il faut la mener jusqu'au bout. Il ne faut pas changer en chemin. Et donc dans la mesure où on avait commencé avec ce ni l'un ni l'autre, tu vois, on pourrait, toutes tes questions, et toutes vos questions, d'ailleurs chacun, à chacune qui pourrait survenir, les doutes, la peur, une émotion qui monte, on pourrait l'investiguer, c'est-à-dire regarder sa véracité en relation avec cette pratique-ci. Alors je sais bien que Ramana Maharshi, dans son Anyar, fameux texte que vous pouvez trouver bien sûr en PDF sur le net, qui est le seul texte finalement qu'il ait jamais écrit sur l'investigation du soi. Enfin, il n'a pas vraiment écrit, c'est des réponses qu'il a fournies à un étudiant qui est venu le voir pendant qu'il était en silence en 1902, et il a répondu en écrivant avec un bâton dans le sable. Et cet étudiant, incroyable, je ne sais pas comment il a fait, prodigieuse mémoire, a retenu toutes les réponses de Ramana. Il est venu 20 ans après, et Ramana fait quelques corrections, mais ça a fait un petit booklet comme ça de 10 pages qui s'appelle le Nanyar,
et qu'il a traduit dans toutes les langues, et que Ramana Maharshi invitait les gens à lire avant de s'engager sur son enseignement. Et là, il discrédite un petit peu le neti-neti, mais il discrédite le neti-neti par rapport à l'investigation du soi, parce que pour lui, il faut vraiment déraciner l'idée du faux jeu, donc il faut se retourner vers jeu, ce qui est très important, bien sûr. Mais bon, cette pratique-là, elle est un peu différente du neti-neti dont parlait, je pense, Ramana Maharshi. Je ne suis pas sûr qu'il connaissait celle-là. On ne saura jamais. Mais il faisait plutôt référence au neti-neti tel que le donnait l'Advaita Vedanta en général, hein, comme le poème de Shankara. Donc on voit passer une sensation et on dit « je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela ». Mais ici, vous voyez, il y a cette contraction qui peut venir. Et ça, c'est très important, justement, d'aimer l'ego. Il ne s'agit pas de lutter, pas une lutte contre l'ego, c'est une reconnaissance de cette tendance qu'on a à préférer. Et si vous ne faisiez que cette pratique-là toute la journée, vous preniez 5 minutes toutes les heures, eh bien vous vous réaccorderiez parfaitement au soi équanime. Et petit à petit, à force de reconnaître l'effort qu'il faut pour se contracter autour d'un pôle ou d'un autre, à un moment donné, c'est simplement plus possible de juger, ou en tout cas de croire que ce que vous jugez est vrai. Ultimement vrai, bien sûr. Et donc ça détend, ça calme.